Hallo in die Runde. Bonjour, salut tout le monde. Soyez les bienvenus à notre échange, à notre rencontre virtuelle organisée avec le réseau éducation, éveil et éducation artistique et culturelle l'Allemagne. Je me réjouis de vous voir nombreux et nombreuses. Je suis Angelika Eder, je fais partie donc de la direction de la Fondation Genshagen et dans mon domaine, on s'intéresse à avoir un regard au-delà des frontières dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle. Et nous voulons donc élargir à une perspective européenne les interrogations et les questionnements. Il y a donc depuis un peu plus d'un an ce réseau donc en Allemagne, abrégé FKB, et nous avons donc pu de nouveau compter sur la coopération avec le ministère français de la Culture. Soyez la bienvenue, Aurélie Lezoux et Anke Friedrich du réseau donc FKB l'Allemagne. Et je me réjouis également de pouvoir donner la bienvenue à Vincent Vergon qui va nous présenter ses expériences pratiques en la matière. Un grand merci également à l'OFAGE pour le soutien qui donc nous soutient dans notre démarche et ensemble avec les autres partenaires, le FKB et le ministère français de la Culture. C'est un partenaire important. Avec ceci, je passe la parole et je nous souhaite donc un après-midi fructueux et intéressant. Je n'ai pas pu participer à la dernière rencontre, mais j'ai regardé la vidéo après et j'espère que nous allons pouvoir profiter de cette rencontre virtuelle. Vielen Dank, Frau Dr. Eder. Merci, Madame Eder. Aus dem Programmbüro des Netzwerks für kindliche kulturelle Alors, Vielfalt an dieser Stelle rasch sagen, dass ich en tant que responsable du programme du réseau FKB, j'aimerais attirer l'attention sur 3 points qui me paraissent fantastiques. En fait, l'initiative pour organiser cette série a été donc prise par Julia Effinger, membre du réseau et membre de la Fondation Genshagen. Et ça a commencé avec une telle initiative, mais aujourd'hui, nous sommes très nombreux, nombreuses. Il y a eu des liens entre-temps qui se sont tissés et c'est très bien. Et il me semble également très utile d'aller au-delà avec notre regard des frontières nationales, de regarder au-delà des frontières et de notre pratique quotidienne, ayant un échange, ayant donc un enrichissement venu de l'extérieur, puisque cela peut enrichir nos débats techniques d'experts de la petite enfance. Soyez donc les bienvenus, vous toutes et tous. Bonjour à tous. Merci à la Fondation Genshagen, à Angelika Eder et Julia Finger de cette invitation et merci au réseau FKB, Anke Dietrich aussi de nous inviter pour ce temps d'échange avec vous. En effet, c'est le deuxième temps qu'on partage autour de l'éveil artistique et culturel. Le premier temps était un temps plutôt de conférence, on va dire, où on vous a présenté en effet l'articulation structurelle de la politique d'éveil artistique et culturel et le rapport de Sophie Marinopoulos. Et aujourd'hui, en effet, j'ai proposé qu'on aborde des choses plus thématiques et surtout qu'on rentre dans l'échange avec vous, parce que comme l'a dit Anke Dietrich, échanger des regards, c'est vraiment un enrichissement mutuel qui est très important, parce que nos structures n'ont pas les mêmes fonctionnements, mais vous avez expérimenté des choses, vous avez pu constater des choses et c'est vrai que je crois qu'on a beaucoup à gagner de cet enrichissement mutuel entre la France, l'Allemagne et les autres pays également. Très rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, hein, la politique d'éveil artistique et culturel en France est une politique assez récente, même si elle a un protocole qui date de 1989. Elle a vraiment pris corps dans les outils publics en 2017 avec un nouveau protocole qui a été signé entre le ministère des Solidarités et de la Santé et
le ministère de la Culture, en France. C'est une politique qui est interministérielle. Elle est vraiment portée par les 2 ministères et aujourd'hui même, elle est portée, directement par le gouvernement puisqu'il y a une attention particulière aux 1 000 premiers jours de l'enfant. Et donc prochainement, notamment le 1er juillet, un grand plan gouvernemental en direction de la petite enfance et de l'accompagnement à la parentalité, va être lancé en France et l'éveil artistique et culturel est considéré comme un axe, de cette politique, gouvernementale. Heu et je vous dis donc ça a pris corps publiquement en 2017, mais en réalité, de très, très nombreux artistes, s'investissent, dans l'éveil artistique et culturel depuis, très longtemps et c'est vrai que, je rappelle régulièrement l'importance, en tout cas, des artistes qui ont presque mené un combat, j'ai envie de dire, pendant des années, pour être auprès des enfants et des parents et de leur proposer en tout cas un accompagnement, artistique et Vincent Vergogne, est une de ces personnes qui depuis de très nombreuses années, hem, place cette question de l'art et de la nature comme un élément fondamental dans le développement, de l'enfant et dans la création de liens entre l'enfant, et les parents, entre les enfants et l'ensemble de l'écosystème, naturel et ce qui l'environne de manière générale. Vincent, vous êtes sculpteur, réalisateur de courts-métrages, créateur de spectacles d'images et parfois vous dites même vous êtes un artiste jardinier. Vous avez créé, en 95, en 1995, la compagnie Espiègle. 15 ans après, elle a changé de nom pour devenir la compagnie Praxinoscope et désormais, 15 ans encore, vous aimez bien le chiffre 15. La compagnie s'est transformée en la compagnie des 2 mains qui chantent. Je suis ravie, que vous ayez accepté en tout cas l'invitation de cet échange, franco-allemand, pour vraiment apporter votre regard sur ce que vous vivez, ce que vous cultivez, habituellement. Je vais vous laisser donc, le temps de vous présenter et puis on passera, aux 3 questions, au fur et à mesure. Bonjour et merci, de cette, invitation. J'aurais vraiment aimé venir à Berlin, mais je suis un peu prisonnier derrière une boîte de conserve qu'on appelle un ordinateur, donc c'est un peu contraire à ce que je pratique, mais en tout cas merci de cette invitation. Moi donc je suis sculpteur, et metteur en scène. Je travaille avec les tout petits, depuis le début des années 90. Donc très tôt, je me suis posé la question de la relation enfant-parent. En fait, je suis allé travailler, dans les banlieues, parce que, en tant que sculpteur, bah, c'était difficile pour moi d'entasser des sculptures dans un placard, même si maintenant elles sont en galerie, et je voulais servir à quelque chose, socialement. Je suis allé à l'endroit, où, tout le monde disait que ça faisait peur, hein, parce qu'il y avait la question des voiles et cetera. Et donc je suis allé travailler dans une cité qu'on appelle la cité des 4000 à La Courneuve, qui était une cité, assez, très difficile en fait, une sorte de ghetto, culturel. Et j'ai travaillé là-bas avec des familles qui étaient, des familles qui venaient de ce qu'on appelle le quart-monde, c'est-à-dire des gens qui étaient de milieux très défavorisés, par exemple, des enfants qui n'avaient pas de jouets, des mamans alcooliques et cetera. Et qu'il y avait également des familles, d'origine étrangère, hein, qui étaient dans des processus de déculturation, alors que les autres, ils étaient dans une forme d'acculturation. Moi, ça m'intéressait pas trop au départ de travailler avec les parents. J'avais monté un lieu d'accueil, enfin ce qui s'appelait à l'époque une maison verte, hein, et on m'avait dit: «Tu vas voir, tu vas travailler sur la relation enfant-parent», et moi je voulais travailler avec les bébés. J'espère que je parle pas trop vite pour la traductrice. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je pouvais pas travailler avec les enfants. Parce qu'il y avait, évidemment, d'abord, la relation enfant-parent qui comptait. C'est-à-dire, je me retrouvais avec des enfants qui étaient dans les bras de leur maman, qui étaient, tenus très fort, hein. La maman qui disait: «Regarde le monsieur, souris au monsieur», et donc l'enfant pouvait,
pas faire grand-chose, et puis la maman non plus. Et du coup, pour pouvoir travailler avec les enfants, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que la relation entre la maman, et l'enfant se détende. Et du coup, j'ai essayé de créer une relation de confiance et d'amitié, on pourrait dire, avec les mamans. Et j'ai compris, et je tenais à l'expliquer en début d'intervention, ce qu'est, la culture. Après, ça m'a marqué pour toute ma carrière, hein. C'est-à-dire que d'une part, il y avait la maman, d'autre part, il y avait l'enfant. Et en fait, au départ, ils étaient intimement liés, très, très liés, dans une relation qu'on peut dire fusionnelle. Mais cette fusion, elle était presque maladive parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas, agir ni l'un ni l'autre. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est introduire du jeu dedans. C'est-à-dire que, la maman et l'enfant pouvaient se séparer, et puis, faire des choses, l'un séparé de l'autre. Et en fait, du coup, cette relation fusionnelle, elle s'ouvrait comme ça et entre les 2, ce qui se créait, c'était une relation de langage. Et pour moi, c'est vraiment ça, l'art et la culture, c'est la relation de langage qui se tisse entre la maman et l'enfant, qui permet à la maman d'être réellement une maman et à l'enfant de devenir enfant, de devenir une personne. C'est-à-dire à chacun de se construire mutuellement dans une relation qui se tisse, qui devient de plus en plus, complexe et riche, pour devenir 2 personnes qui communiquent. Alors ça, c'était, quelque chose que j'ai fait donc, comme tu le soulignais Aurélie, au début des années, 95, enfin des années 90, et ensuite, j'avais pas encore créé ma compagnie d'ailleurs à l'époque. Et ensuite, ben, quand j'ai commencé à devenir, plus connu, j'ai eu des financements publics, hein, et j'ai estimé que j'avais une mission de service public. Donc j'ai créé un lieu qui s'appelait, La Mirabilia, qui était une sorte de chambre des merveilles, hein, où, ça ne me suffisait pas de faire des spectacles pour la petite enfance. Je voulais traiter, les problèmes de fond de la culture contemporaine, c'est-à-dire les traiter à l'endroit de la relation enfant-parent. Le principe étant que, pour lutter contre l'exclusion culturelle, à mon avis, il ne suffit pas de travailler, avec les enfants, parce qu'en fait, si on travaille avec les enfants, on va, abîmer la chaîne de transmission culturelle, hein, ni travailler, seulement avec les mamans, ou les parents, mais travailler à l'endroit de la transmission enfant-parent. Parce qu'à ce moment-là, on peut, enrichir la culture la culture familiale, hein, en l'ouvrant sur l'extérieur. Donc j'ai créé donc la Mirabilia et enfin, le Jardin des merveilles. En effet, vous aimez donc à dire, en fait, que vous cultivez l'art d'être sensible aux autres, hein, et cette, présentation nous le montre encore une fois. Pour cela, vous attachez à tisser des liens entre les enfants, leurs parents et l'art et au travers de la nature. Vous proposez ce qu'on appelle, du coup, un art de l'accordage, entre les enfants et leur écosystème familial, la nature ou l'art. En fait, est-ce que pourriez-nous revenir un petit peu sur vos inspirations, vos objectifs, comment vous avez été influencé, qu'est-ce qui vous a nourri, et qui nourrissez-vous? Alors, bon, bah, évidemment, derrière, ce projet qui s'appelait Espace Libre Culture, au départ, il y avait, Winnicott, hein, puisque bon, bah, c'est vraiment la base, quoi. La compréhension que, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans la relation enfant-parent, ce que j'ai découvert, hein, c'est vraiment ce qu'écrit, Winnicott, c'est-à-dire que, le langage est un espace de jeu. Donc effectivement, c'est ça qui m'a nourri et puis, c'est pas vraiment une inspiration, c'est le sentiment d'une nécessité, qui fait que j'ai agi dans ce sens-là. En fait, moi, je suis un sculpteur mais par contre, dans cette implication sociale, je sens qu'il y a des questions auxquelles il faut, absolument répondre. Et pour, et en fait, cette question de l'inspiration, pour moi, c'est pas tout à fait enfin, c'est pas comme ça que je me pose les questions. Je crois que le geste artistique, il émerge nécessairement de la relation. Il émerge pas de moi, il émerge de, la relation que je tisse avec un enfant. C'est-à-dire que ça vient autant de l'enfant que de moi et que de l'environnement qui nous entoure. Et peut-être que je peux juste développer une chose, en fait, le principe de la Mirabilia comme du Jardin des merveilles ou du LAP, du Lapart qu'on a fait,
ou d'espace ribiculture, enfin toutes les activités qu'on fait, c'est on crée des espaces, qui sont des espaces de bienveillance, et ce sont surtout, des ambiances en fait. Parce que, l'enfant une perception du monde alentour, qui n'est pas, la même que la nôtre. C'est-à-dire que nous, par exemple, là, on se parle, on a 2 sens simplement qui sont sollicités, qui sont la vue, et l'audition. Mais en réalité, c'est extrêmement pauvre. Les enfants, ils vont percevoir les choses de manière beaucoup plus globale. Ils vont percevoir également l'odeur, ils vont percevoir, bon, bah, toute la musique des gestes, ils vont percevoir le tout et pas seulement, le visage des personnes, mais tout ce qu'il y a autour, et tout ça, ça constitue ce que moi j'appelle une ambiance, ou qu'on pourrait appeler une perception globale, et c'est de ça que et en fait, c'est plein de petits détails, et c'est de ça que vont émerger les gestes artistiques. Un rêve, c'est quoi? Un rêve, c'est, un désir, qui nous pousse à regarder, à sentir les choses. Quand on travaille avec les enfants, on se rend compte d'un truc, très bête, c'est de susciter en eux le désir de voir des choses. C'est-à-dire les mettre dans un état où ils vont rêver, ils vont commencer à rêver. C'est pas de montrer des choses, c'est de les cacher suffisamment pour que, ils commencent à les rêver. Et à partir du moment où elles sont suffisamment cachées, les enfants commencent à rêver le monde, et à ce moment-là seulement ils peuvent voir. Le rêve inaugure. Tout commence par le rêve. C'est d'abord parce qu'on rêve qu'on peut ensuite percevoir, c'est-à-dire percer le mur de la réalité pour voir le possible, pour voir ce qui a du sens. Et en montrant des sculptures dans un jardin, j'apporte une autre dimension au jardin qui est toute une dimension onirique, ou par exemple en portant des masques dans le jardin, en apportant de la musique. Et cette dimension onirique, elle habite le jardin avec quelque chose qui est de l'ordre du merveilleux. La nature, c'est de l'émerveillement. Pour un enfant, c'est de l'émerveillement. Ce rapport d'émerveillement, c'est ce qui fonde notre rapport au monde. C'est à partir de là que se creuse un rapport à l'environnement, au monde qui nous entoure, c'est-à-dire aux adultes, aux autres enfants, au végétal, à l'animal, etc. Le rapport au jardin, c'est quelque chose qui s'imprègne dans la psyché, dans le corps des enfants avant 3 ans. Nous, on travaille sur la graine des enfants, sur ce qui sera le cœur de l'adulte à venir. Et que l'adulte à venir, hein, au plus profond de lui-même, hein, il soit sensible, hein, aux non-humains, aux végétaux, aux animaux. Et ça, c'est à nous de le faire aujourd'hui. En fait, on vient de voir en même temps que vous parliez, en tout cas, de votre travail, le Jardin des merveilles. Et le Jardin des merveilles est un exemple fort de votre travail. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment cette idée vous est venue, en fait, de placer, voilà, des propositions artistiques au sein d'un jardin ouvert aux enfants, aux parents? Comment vous le mettez en pratique, en fait, hein, maintenant? Hem, voilà, comment vous arrivez à relier art et nature dans cette proposition et heu et le fait de savoir un petit peu aussi, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que vous avez pu observer lorsque les enfants sont présents dans le jardin des merveilles? Alors en fait, quand j'ai monté, la Mirabilia, donc c'était dans des quartiers, défavorisés à Stein et à Aubervilliers. Il y a une question qui est apparue, que je me posais pas, autant au départ, hein, qui est la question de la nature. Curieusement, c'était, la Mirabilia en fait, c'est une chambre des merveilles, hein. Ça reprend une pratique très ancienne, et je me posais pas la question de la nature, mais les parents me disaient tous, «On a un sentiment de nature et d'enfance aussi», et comme si à chacun, se souvenait de sa propre enfance, hein, et me parlait de nature. Et puis en même temps, il y avait cette problématique, qui devenait de plus en plus importante dans la société, et donc j'avais monté un projet, qui, qui visait à faire rentrer, la nature dans les jardins de crèche, hein. Et donc
c'était un projet qui a eu un impact assez rigolo sur l'ensemble du 93, hein, parce que, suite à ce projet-là, l'ensemble des crèches du 93 avaient voulu, faire des projets de jardin. Enfin, pas l'ensemble, les 2 tiers, en fait. Excusez-moi, je dis une bêtise. Et donc, comme ça avait vraiment eu un impact important sur les crèches du département, moi enfin avec, Guillaume Gaudry, le responsable des espaces verts du département du 93, hein, on a eu l'idée de faire une sorte de mirabilia, mais en plein air. Et donc il m'a laissé un espace, il m'a dit: «Voilà, fais ce que tu veux de cet espace-là». Et puis, bah, moi j'avais un peu peur. Parce que, je suis un metteur en scène, je suis un sculpteur, mais je suis pas du tout un jardinier, j'y connais rien du tout en fait. Maintenant un peu plus, mais au départ j'y connaissais rien. Donc j'ai travaillé avec un paysagiste qui s'appelle Guylain Roussel, qui est un élève et un ami de Gilles Clément, le grand, jardinier philosophe que vous connaissez, probablement. Et donc on a travaillé pendant 1 an dans un espace où au départ il y avait quasiment rien. C'était un peu un jardin autoroute. Et donc moi j'avais eu, une grosse grippe à l'époque et donc pendant ma grippe, j'ai fait plein de dessins, et j'ai dessiné, j'ai dessiné un jardin et ensuite on l'a réalisé. Voilà. Alors concrètement, donc le jardin des merveilles, comme, son nom l'indique et comme la mirabilia, le principe, c'est d'instaurer un rapport d'émerveillement, entre les enfants et leur environnement naturel. Heu, C'était en travaillant avec les enfants autistes, je me suis rendu compte que, le la relation des enfants, hem, à l'art et la culture, ça passait beaucoup par l'émerveillement. C'est une notion qui m'a beaucoup intéressé. La chambre des merveilles, la mirabilia, c'est quelque chose qui vient aussi beaucoup des, bah, je crois qu'il y a eu des mirabilia aussi, à l'époque, c'était pas encore l'Allemagne, mais je sais que, il y en avait un petit peu partout en Europe. Et elle pose la question de, l'origine, de notre manière de concevoir l'art. Et en fait, l'une des clés pour moi du rapport à l'art, hein, c'est un rapport d'émerveillement. Quand on a, par exemple, enfin, la première fois qu'on tient un bébé, dans ses bras, ce qu'on éprouve, c'est un sentiment d'émerveillement. Et pour ma part, je suis persuadé que l'enfant, si nous on éprouve un sentiment d'émerveillement, il n'est pas impossible, que l'enfant aussi, le premier regard qu'il porte sur le monde, c'est peut-être un sentiment d'émerveillement aussi. Et donc moi, ce que j'essaie de cultiver, c'est un rapport d'émerveillement au monde avec un jardin qui est pas seulement, un jardin public, mais qui est un lieu de rêve et de sensibilité. Voilà. Alors concrètement, ce qui se passe dans le jardin des merveilles, hein, c'est que, enfin le plus difficile, c'est de permettre aux enfants, enfin aux parents, de faire ce qu'ils veulent. Parce qu'en fait les enfants, ils comprennent assez vite le jardin, alors ils tiennent une maman, ou un papa ou alors, une professionnelle de la petite enfance par la main et les adultes ont toujours très, très peur. Et du coup ils se cachent un peu derrière l'enfant, et il faut permettre aux adultes d'être assurés, heu, qu'ils puissent laisser l'enfant, jouer par lui-même et ensuite qu'eux-mêmes puissent être présents par eux-mêmes. Ce qui est pas du tout une évidence parce qu'en fait, dans notre société, on a l'habitude en tant qu'adulte, à toujours faire les choses qu'on nous demande de faire, hein, et comme il faut les faire. On va à un spectacle, on sait ce qu'on doit comment on va s'asseoir, pourquoi on y va et cetera. Et là, en fait, je demande rien. Je demande rien aux parents, je demande rien aux enfants. C'est un espace réellement de liberté et tout l'enjeu, c'est ça. Et du coup, comme on le voit là sur les images, c'est quelque chose de très riche qui se crée entre, c'est un jeu en fait, un jeu, presque, amoureux, entre, les parents et les enfants et mon rôle à moi, en fait, c'est de rien faire. Le plus possible de rien faire. C'est-à-dire de laisser, la parole, au jardin, heu, aux enfants et aux parents, et en même temps, d'être suffisamment présent pour créer cette ambiance dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire ce support, hein, ce support, à la rêverie. Voilà. J'espère que je suis pas trop long. Non, c'est parfait, merci Vincent. Hem
C'est vrai que ça vous parliez aussi des expériences en crèche, hein, il faut le dire aussi que vous avez été jusqu'à pousser, le l'expérience en amenant des moutons, dans des crèches, mais ça on pourra en reparler tout à l'heure, hein. Dans des crèches qui sont chez nous en France, peut-être encore plus, hem sanitaire, en fait, avec un aspect sécuritaire un peu marqué en France. Moi, je à la suite de vos expériences, en fait, hein, comme vous que vous venez de partager, moi, j'aurais envie de savoir un petit peu quels sont vos projets, qu'est-ce qui sont dans vos valises ou vos, paniers en osier comme montré ici. Et quelles sont vos attentes, également peut-être au regard de la politique, d'éveil artistique et culturel? Et dans un regard aussi peut-être, européen? Oui. Oui, il y a plein de choses dans ta question. D'abord, je voudrais dire, à quel point, bon, c'est vrai que ce travail, je le fais depuis longtemps maintenant, et le travail de Sophie, Marinopoulos est vraiment important parce que pour nous, qui travaillons sur le terrain et pas seulement les artistes, mais aussi les professionnels à la petite enfance, c'est une bouffée d'oxygène incroyable. C'est-à-dire que tout d'un coup, la nécessité de, la relation à l'art et la culture et de la relation aux enfants, apparaît, et c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, en ce moment, avec aussi probablement le contexte d'inquiétude, et d'inquiétude par rapport à notre relation à l'environnement, pour nous, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. C'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, on est en train de reprendre, le théâtre au Parc Floral avec un groupe de compagnie pour la petite enfance, pour en faire un théâtre dédié, à la petite enfance, à l'art, et à la nature. Et donc c'est un théâtre qui est sous le parrainage de Gilles Clément, et un théâtre qui va s'appeler le Théâtre du Jardin Planétaire. Parallèlement, il y a, la mairie du 18e qui nous propose de faire un jardin des merveilles sur la butte Montmartre, hein. Donc ça va être le maquis des merveilles, et pareil, une sorte de jardin, mais qui a pas seulement pour objet d'accueillir les parents et les enfants, mais plutôt d'animer, une politique sur l'art, l'enfant et la nature sur la ville de Paris, en se tissant, avec les crèches, hein, avec les acteurs de la petite enfance, c'est-à-dire en essayant de dynamiser ces problématiques-là. Et enfin, il y a un gros projet qu'on est en train de mettre sur pied. C'est l'idée de faire une maison, qui soit dédiée, à l'art, l'enfant et la nature. Moi, j'appelle ça une maison des cultures naturelles pour la petite enfance. L'idée, c'est que ça soit un lieu de pratique, mais aussi un lieu de recherche, et de transmission. Donc c'est une maison qui est attenante au Jardin des merveilles, et on est en train de mettre, sur pied ce projet. Parce qu'en fait, pour resituer comme tu soulevais, la question, ce qu'on fait avec la compagnie, dans un contexte européen, on voit bien que, il y a beaucoup de choses qui se font, en Allemagne, en Angleterre, dans les pays du Nord, hein, en Italie, et finalement en France, c'est balbutiant. La prise de conscience, politique, elle est à peine, elle est balbutiante, on va dire. Et vraiment, par contre, il y a une forte demande de terrain. C'est-à-dire qu'à la fois les parents, mais aussi les professionnels de la petite enfance, et bien sûr les enfants, ont une conscience forte de la nécessité de transformer nos pratiques. Donc du coup, moi, le projet de la Maison des Merveilles, c'est d'essayer d'accompagner cette dynamique, même si, évidemment, quand on initie des choses, on lutte un peu, au départ à contre-courant. Enfin voilà. Et juste pour terminer, on a commencé donc le projet de de Maison des Merveilles après un projet de recherche, avec Maria Gracier du Baby Lab de Nanterre, mais également, avec Anne-Caroline Prévost du Muséum d'histoire naturelle, et également Claire Grelot, du réseau La Belle Vie, pour voir comment on pourrait accueillir de manière artistique et culturelle, les enfants en pleine forêt.
Et c'est très, très intéressant. C'est un projet qu'on mène depuis enfin, une recherche qu'on mène depuis le début enfin, depuis l'automne, avec un petit groupe de familles pilotes et qui soulève vraiment, toutes des questions de fond, sur, qu'est-ce que c'est que la culture? Qu'est-ce que c'est que le sauvage? Quelles sont les limites de l'accueil enfant-parent? C'est quelque chose qui fait un peu pendant, au mouvement des Forest School, avec une problématique qui pour moi est différente, c'est que je défends vraiment, mordicus, en tout cas ma position, c'est que, l'art et la culture, sont au cœur de notre relation à l'environnement. C'est pas quelque chose, en fait, moi je me situe dans l'écosophie, c'est-à-dire que j'ai abandonné la question du dualisme. Une culture qui s'oppose, à la nature, c'est une culture qui nous mène dans un mur. Par contre, si on considère que l'art et la culture, enfin, s'opposent plus à la nature, à ce moment-là, il faut construire un art et une culture qui nous permettent de vivre en accord, et j'oserais même dire en harmonie, avec nos milieux naturels. En tout cas, c'est la position que je défends. Merci Vincent. Je pense qu'il doit y avoir quand même beaucoup de questions, avec toutes les pistes en tout cas que vous nous avez données et vraiment, merci beaucoup Vincent. Merci à vous. Ich danke auch sehr. Ja, ich sehe das Klatschen. Merci, un grand merci, Monsieur Vergon, monsieur merci Madame Lezou pour, cette perspective. Alors la pratique et la recherche est liée et les penser ensemble, c'est extrêmement intéressant. Ça me fait très plaisir d'entendre puisque c'est une des idées qui nous a poussés à créer notre réseau allemand. L'expérience de l'art, c'est un émerveillement. Et les arts, quel est le rôle des arts dans cette expérience d'émerveil? J'aimerais mieux connaître, les rapports entre les arts et la nature. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Comment vous voyez ce rapport? Mais, par exemple, dans le jardin des merveilles, Heu, on invite toujours enfin, un artiste au minimum. En fait, en réalité, on est toujours 3 artistes, pour accueillir les enfants, mais des artistes qui, pour la plupart, connaissent, le monde de la petite enfance. Mais souvent j'invite des musiciens et des grands musiciens parfois. Et en fait, quand, hem quand il y a, par exemple, une grande cantatrice, qui joue, dans le jardin ou, un claveciniste, hein, qui s'installe dans le jardin et qui joue du clavecin, ou alors une joueuse de koto japonaise, et bien, à chaque fois, le jardin prend, une saveur différente. Avec Fumihara, par exemple, le jardin devient japonais, avec la viole de gambe ou le clavecin, il devient baroque. Et en fait, cette présence, par exemple, de la musique, il n'y a pas seulement la musique, hein, il y a le clown, il y a les marionnettes et cetera, mais la musique, elle donne quelque chose de très fort, au jardin, c'est-à-dire qu'elle donne, j'appelle ça l'âme du jardin. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous relie tous ensemble, dans quelque chose qui est cohérent, qui est aussi contenant et ça éveille un sentiment de sécurité, parce que la musique, elle nous entoure tous, alors je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais la musique, elle joue ce rôle-là et pas seulement, pour nous, êtres humains, mais aussi pour les oiseaux, par exemple. Parce qu'en fait, je demande aux musiciens de ne pas jouer, comme un concert, hein, mais je leur demande de jouer pour le vent, pour les oiseaux, et en fait, les oiseaux, ils l'entendent. Et il y a, par exemple, un petit rouge-gorge, quand on est venu avec l'orgue de Barbarie, qui est venu et qui était fasciné et qui venait écouter, l'orgue de Barbarie ou alors écouter les autres musiciens et en fait, l'art pour moi, c'est une manière d'être en lien, avec tout l'entour. Heu et en fait, les musiciens, par exemple, ils sont en lien avec les oiseaux, mais ils sont en lien aussi avec les couleurs. Il y a certains musiciens qui voient les couleurs, les formes et en fait, c'est vraiment, c'est quelque chose pour moi, l'art, c'est une manière d'être relié au monde. C'est-à-dire que, hem, Victor Hugo parlait de l'âme de cristal
Et pour moi, c'est ça, une pratique artistique, c'est avant tout être sensible au monde qui nous entoure et prêter sa propre parole à ce monde qui nous entoure et qui va s'exprimer par notre langage. Moi, le mien, c'est la marionnette essentiellement, c'est la sculpture, hein, c'est un peu le clown ou la poésie. Je lis beaucoup de poèmes aux enfants et en fait, voilà, c'est ça, le rôle de l'art, dans le rapport à la nature. Je vis à Paris aussi, j'entends tout ce que vous dites et je trouve ça merveilleux. Enfin, Gilles Clément, la question des jardins, la question de l'art et de cette ouverture globale aussi aux enfants. Mais j'aurais une question, peut-être plus à Aurélie Le Sou, du coup. Comment est-ce que vous abordez la question de la formation des éducatrices et des éducateurs pour les jardins d'enfants et éventuellement des professeurs des écoles dans les écoles maternelles? Parce que voilà, c'est aussi quelque chose, enfin, une question qu'il faut se poser. Comment est-ce qu'on arrive à sensibiliser, à travailler aussi avec ces équipes-là? Oui, en effet, c'est une question très importante parce que, vraiment, c'est les éducatrices et les assistantes maternelles, en France qui sont vraiment en contact avec les enfants et les parents. En fait, on a lancé avec le ministère des Solidarités et de la Santé un grand plan de formation qui s'appelle le plan de formation 600 000. Pardon, c'est qu'on est à deux dans, dans notre bureau, donc c'est plus compliqué. Avec la délégation interministérielle au plan de lutte à la pauvreté et le ministère des Solidarités. Et dans le plan de formation des éducateurs jeunes enfants et de l'ensemble des professionnels petite enfance, il y a plusieurs axes. Et notamment, donc, il y a l'axe langage, il y a un axe sur l'éveil artistique et culturel et un axe sur l'éveil à la nature. Donc, vraiment, c'est une question qui est pour nous bien placée dans cet enjeu de formation. Et l'ensemble de ces dispositifs de formation pour les professionnels de la petite enfance sont pilotés par les commissaires à la lutte contre la pauvreté dans les territoires. En fait, il y a un commissaire dans chaque région qui mobilise les acteurs autour de l'éveil artistique et culturel, en tout cas de cette formation. Voilà. Mais en effet, c'est un élément essentiel. Pour les enseignants, du coup, ça rentre plus dans la formation continue et on a également des pôles de ressources d'éducation artistique et culturelle. Et notamment, on a 2 pôles de formation qui proposent des formations autour de la nature. Je pense particulièrement, en tout cas, à un pôle qui est près de Limoges, en fait, au centre de la France, avec le centre de Vassivière. Si je peux juste apporter aussi mon double, avec le festival à 9-3 Soleil, hein, auquel on a participé beaucoup, et on commence effectivement à faire des formations, pour les professionnels de la petite enfance sur les questions du jardin, et c'est une des vocations et aussi de la Maison des Merveilles qu'on est en train de créer. Voilà. Et puis, parallèlement, heu, donc le LAP, le LAPART qu'on a créé, on est en train de faire un volet, enfin un deuxième lieu pour faire, un lieu de formation, pour les professionnels de petite enfance, mais aussi pour les artistes, pour qu'ils puissent être sensibilisés à la pratique de ce que j'appelle, l'accueil artistique, du jeune enfant. Herr Wegon, ich hätte noch eine Frage und zwar J'aurais une question. von Kunst, Kultur, Natur. Das ist Le ein Thema, rapport entre l'art, la nature in Ihrem et la Garten sind culture. oder auch in den C'est une question Wohnungen, centrale was Sie dabei sind aufzubauen, wo ich gerne wissen qui würde, joue un rôle wie dans vos einfach ist, projets. das zu sehen, Et est-ce qu'il y a des dass liens qu'on peut das Thema cliquer, où on peut avoir plus d'informations? dass Et je ne sais Art pas als si vous connaissez Alternative le centre nicht à stellvertretend für Bruxelles, Wort ist, aber das ist nur, finde ich spannend zu un wissen, espace artistique pour enfants. En fait, an vielen je Orten ist trouve und lange ist qu'il es est noch nicht so intéressant weit, qu'à des dass das différents Thema endroits en Europe, des choses ähm, bougent. Et genau, ma question maintenant est la Altersdiversität, suivante. Pourriez-vous Verständnis nous en dire Kunstkultur un peu Natur plus und vor par allem rapport au rapport auch, entre l'art, la nature et la culture? ob Sie auch Et, die Natur bei uns Menschen sehen. et est-ce que vous voyez aussi la nature chez nous, Genau, so. chez l'être humain? Einfach, ich würde gerne En mehr fait, wissen, wie das Verhältnis j'aimerais beides avoir vorstellt, weil das ist ja plus sehr spannend und d'informations sehr tief. concernant ce triangle de rapport entre l'art, la nature et la culture. C'est fort passionnant ce que vous avez dit jusqu'à présent. Heu
Alors, je vais essayer de répondre. Alors, c'était un peu une question qui a été posée précédemment. En fait, ce qui est difficile, c'est, pour moi, je crois qu'on vit enfin une époque extraordinaire, en fait, hein, pour ce qui est de la pensée. Parce que, il y a plein de de penseurs, qui viennent à la fois de la biologie, de l'éthologie, de l'anthropologie, de tous les milieux, qui, sont en train de remettre en question, l'opposition, culture-nature. Alors, pour moi, un des plus grands penseurs, peut-être que vous connaissez, c'est Tim Ingold. Qui est vraiment, quelqu'un de fondamental. En France, il y a aussi Bruno Latour, et puis il y a dans toutes les disciplines, il y a plein de gens qui ont abandonné en fait le dualisme. Et à partir du moment où on abandonne le dualisme, on se rend compte qu'en fait l'enfant, dès le ventre de sa maman, c'est déjà un être de culture. Mais la culture, c'est quelque chose qui nous est naturel aussi. C'est-à-dire que, moi j'aime beaucoup Édouard Glissant aussi, le philosophe, antillais, et lui, ce qu'il dit, c'est que quand on met deux personnes qui se comprennent pas, l'une en face de l'autre, elles vont trouver des moyens de se comprendre. Elles vont inventer des moyens de s'entendre, et cette manière d'inventer des langages, hein, c'est ça en fait, la culture. Heu et en fait, ça nous est, ça nous est naturel parce que nous sommes des êtres sociaux. Je vois les yeux qui froncent, vous comprenez ce que je raconte? Et du coup, la culture émerge naturellement en fait de nos relations humaines. Pour moi, il y a une notion qui est centrale, c'est que, heu, jusqu'à présent, on pensait que, par exemple, il y a un locuteur et un auditeur. Et qu'entre les 2, il va y avoir un message et que l'auditeur va décrypter le message. Et ça, c'est, du point de vue de l'écosophie, c'est quelque chose qui fonctionne pas comme ça. Heu, En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 êtres et qui vont essayer de se coupler, c'est-à-dire de fonctionner l'un vis-à-vis de l'autre, comme par exemple les abeilles et leur environnement, et de cela va naître, le langage. Il n'est ni de l'auditeur, ni du locuteur, mais il naît du couplage entre les 2. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire et si j'ai répondu à votre question. Darf ich noch mal ich finde das total interessant und es, Je trouve, c'est fort intéressant ce que vous dites. Alors, j'ai pensé à un moment donné que vous alliez dire que l'art serait l'élément de lien. Mais comment vous pouvez donc démarquer l'art et la culture? Bon, j'ai compris le rapport nature-culture, mais l'art, quelle est la différence entre l'art et la culture? Oui. Comment vous arrivez à démarquer, déterminer l'art par rapport à la culture? Alors, c'est vrai que moi, en tant qu'artiste, quand je vais intervenir en forêt, je tiens fondamentalement, à rester un artiste. Mais du coup, se pose la question: «Qu'est-ce que l'art?» C'est une vaste question. Et pour moi, l'art, en fait, c'est une pratique de recherche, sur la culture. C'est-à-dire qu'un artiste comme, Paul Klee, par exemple, c'est un chercheur pour moi et il agit concrètement sur la culture, il transforme la culture de l'intérieur. Et un travail artistique, par exemple, je suis très, sensible, moi, au travail de Giacometti, et bien, avec son œuvre, il transforme notre regard, il transforme la culture. Et alors, pour moi, une culture, c'est quelque chose de vivant. Si on n'est plus dans le dualisme, on se rend compte que la culture est réellement, presque, une émanation d'organismes vivants et fonctionne comme un être vivant. Et en fait, le travail de l'art, il est très simple. Il est aussi le travail que font tous les parents, tous les enfants et qu'on fait tous, au quotidien. Il est de faire renaître à chaque fois la culture d'elle-même, comme un organisme vivant. Alors effectivement, nous, on est confrontés à une époque où on a, abandonné, pour beaucoup, la culture naturelle.
c'est-à-dire la culture qui émerge naturellement de nos relations humaines. Et on est dans une culture artificielle, une culture intensive, qui est une culture qui est fabriquée par les médias, par une industrie de la consommation. Et moi, je milite pour que nous, qui sommes des artistes, nous sommes des artisans de la culture, et on puisse agir à créer des cultures vivantes, et que les parents sont les premiers acteurs de la transformation, de la réinvention avec les enfants d'une culture vivante. Das Stichwort Eltern interessiert mich. Alors, les parents, vous avez parlé des parents et du rôle comme acteur central. Also er hat ja jetzt gesagt, dass die Eltern der Schlüssel Les parents sont en quelque sorte les clés pour faire renaître et revivre la culture au quotidien. Et le rapport enfant-parent est la clé pour avoir l'accès à la culture. Et tout au début, vous avez parlé de l'importance des liens entre parents et enfants. Et tout au début, vous aviez parlé de cette relation fusionnelle maladive entre parents et enfants. Et vous avez donc décidé de travailler tout d'abord cette relation parent-enfant. Je trouve que c'est une approche fort intéressante. Pourquoi? Comment expliquez-vous que la relation parent-enfant était si tendue qu'ils se sont empêchés ou empêchés d'évoluer mutuellement? Ce serait ma première question. Et comment avoir accès aux parents ou comment arriver à convaincre les parents pour leur faire comprendre que la culture naturelle est importante pour qu'ils abandonnent cette culture artificielle produite pour la consommation et pour les faire découvrir cette culture naturelle. Comment faire de la sorte? Merci. C'est En fait, ce qui se passe, c'est que, l'endroit où je travaillais, donc, la cité des 4000, il faut imaginer donc des grandes barres, HLM, avec des gens qui viennent de tous les pays du monde, mais surtout des gens qui sont pour certains très, très, très pauvres. S'il y avait un problème, parce que tous les parents ne viennent pas dans un état de difficulté comme ça à leur enfant, c'était par exemple, il y avait, une maman qui avait jamais, offert de jouets, à son enfant, et à Noël, elle avait offert un jouet à son enfant, elle l'avait mis dans le vide-ordures directement pour punir l'enfant qui soi-disant n'avait pas été sage. Donc là, on était dans des cas, qui étaient des cas sociaux en fait, des cas très, très difficiles, et on devait, essayer de résoudre, ces difficultés. Donc, en fait, faut, je critique pas du tout la relation enfant-parent, au contraire, hein. Dans la plupart des cas, j'essaie, heu, même d'abord, quand je suis, en relation avec une famille, de m'adresser d'abord, aux parents. Et c'est parce que j'engage une relation de confiance avec les parents, avec la maman, la mamie, le papa ou l'assistante maternelle, hein, que, lui, va m'autoriser, à entrer en relation avec son enfant, ou même plutôt que l'enfant, lui, qui voit que l'enfant est en confiance avec moi, va avoir envie peut-être à un moment donné, peut-être pas, d'entrer en relation avec moi. Et je crois qu'il ne faut pas dissocier, l'enfant de, de son milieu social. En fait, ce que j'essayais de dire, aussi en répondant tout à l'heure à l'autre question sur le couplage, hein, c'est que, nous avons, la vision du fait que nous sommes séparés les uns les autres, comme si il y avait une maman d'un côté et l'enfant de l'autre. Mais en réalité, on est tous toujours reliés, par des fils qui sont des fils de langage, hein. Et en fait, pour moi, les parents sont indissociables de leurs enfants, et moi, je suis indissociable du monde qui m'entoure, et en fait, ce qu'on construit, c'est uniquement des fils de langage qui nous relient au monde. Je sais pas si j'ai répondu bien à votre question. Vielen Dank. Wir müssen leider an dieser Stelle enden, weil unsere unglaublich gute Stimme aus dem Off. Merci. Malheureusement, nous arrivons donc à la fin de la partie traduite. Demain,
nous allons créer un groupe de travail Affaires internationales au sein de notre réseau FKB en Allemagne. Peut-être qu'on pourrait prendre cette séance comme point de départ pour mieux chercher les exemples en Allemagne pour avoir un échange, puisque nous n'avons pas pu parler de ce qui se fait en Allemagne. Je suis en effet très preneuse, en tout cas, et je pense que Vincent aussi, d'avoir aussi des exemples de ce que vous menez, vous, quotidiennement, de ce que vous avez pu rencontrer aussi. Parce que évidemment, le côté structurel de l'accueil de l'enfant n'est pas le même. Et donc, vous rentrez beaucoup moins tôt, en tout cas, dans un système normé que nous, on a en école maternelle dès 3 ans, avec une instruction obligatoire à 3 ans. Et vous avez un lien, je pense, plus fort dans l'implication des parents dans le kindergarten jusqu'à 6 ans, qui facilite peut-être aussi cette appropriation et cette relation à la nature et le lien parent-enfant. Donc, c'est vrai que je suis assez preneuse d'avoir vos retours aussi sur ces questions-là. Un grand merci à tous les protagonistes, merci à tous les participants. Madame Lezo, comment intituleriez-vous cet entretien si vous deviez faire cet exercice? Quel titre a donné à ce que nous venons d'entendre? Quel titre? C'était un exercice complexe, en tout cas, si je dois répondre là tout de suite. Je dirais peut-être l'art de l'accordage, dans ce cas-là, par la nature.